Voilà, alors moi je tenais à vous parler aujourd'hui des problèmes qu'on peut rencontrer dans les associations comme ATTAC pour faire passer nos idées, nos analyses sur la fiscalité en face, disons, d'un système médiatique, on va dire, qui ne nous appartient pas, quoi. Alors la première tâche, une association comme la nôtre, eh bien, la première tâche, c'est démonter les mythes et légendes affirmés quotidiennement par les médias. Alors, environ en 2007, ATTAC a fait une brochure, il y en a quelques-unes, hein, tu en as amené, Christine, des brochures, voilà, mythes et légendes de la fiscalité, une brochure très bien faite qui nous expliquait ce qu'on entend, enfin, que ce qu'on entend à longueur de journée dans les médias, n'est pas la réalité, quoi. Donc, entre les politiques fiscales appliquées depuis une vingtaine d'années, on verra aujourd'hui, bon, ça a déjà été expliqué depuis un moment par ATTAC ou d'autres organisations, que ces politiques fiscales, donc, qui sont toujours à la baisse, hein, toujours à la baisse, et généralement pour les grandes entreprises ou pour les possesseurs de grands capitaux, ont amené un transfert massif des charges fiscales des plus riches vers les plus pauvres. Et pas seulement, hein, on va expliquer ça, quoi. Par rapport aux idées reçues de la population qui n'ont pas vraiment conscience de ça, et c'est notre travail de dénoncer ça. Cependant, vous le savez bien, on est carrément matraqué, on peut le dire. Et puis, si on lit Le Temps, vous connaissez Emmanuel Garessu, c'est un gars incroyable au Temps. Chaque fois qu'on a une initiative qui pourrait être un peu solidaire, ou une idée, ou un débat de société, alors lui, il prend sa grande tronçonneuse et puis il va nous balancer ça, il va nous découper ça, il va nous... on a l'air de plouc, quoi, en fin de compte. Alors, on a en face ça, je trouve que c'est même pas de la discussion, c'est même pas de la démocratie. Également au niveau du patronat et de leurs représentants, c'est carrément des insultes, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai vu, je suis allé faire un peu un tour en préparant cette université sur Internet. Disons, le débat démocratique n'est pas gagnant là-dedans, quoi. Voilà. Alors, première idée reçue, augmenter les prélèvements obligatoires revient à passer du paradis en enfer. Hein, ça, on l'entend. Alors, en fait, j'ai pris 5 idées reçues qui nous sont serinés à longueur de journée, quoi. Alors, la première chose, c'est ça. C'est que si on a des impôts, c'est l'enfer, quoi. Alors, on va voir quel pays est un paradis et quel pays est un enfer. Et pour ça, on prend... Ici, les sources, c'est l'OCDE. On prend un ratio qui met en relation donc, les prélèvements obligatoires rapportés au produit intérieur brut. Alors, tout de suite pour préciser, parce que je ne veux pas aller trop dans les détails pour ne pas vous casser la tête, les prélèvements obligatoires, ce sont tous les impôts et tous les prélèvements sociaux. Hein, c'est vraiment le tout, quoi. Les impôts sur le revenu, les impôts sur la fortune, mais la TVA, tous les impôts directs à direct et les prélèvements sociaux aussi, donc AVS, AI, APG, etc. Bien. Rapporté au produit intérieur brut. Alors on voit que si vous ne saviez pas encore, mais le paradis sur Terre, c'est le Mexique mais en fait il y en a encore qui sont plus bas, hein, au niveau africain, avec des systèmes qui ne fonctionnent pas du tout, on est sans doute encore bien plus bas. Le paradis, c'est le Mexique, alors que l'enfer, c'est le Danemark. Hein, si on suit ce que nous serinent à longueur de journée les médias, ce serait ça, quoi. Et en Europe, on a l'Allemagne qui est montrée comme exemple, ça fonctionne, c'est super. Et au niveau des impôts, il ne faut pas trop en parler parce qu'ils sont quand même relativement élevés. Hein. Voilà. Alors ça, c'est vraiment l'idée reçue la plus grande. Mais on peut dire en premier, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Il s'agit surtout d'un choix de société. Un choix de société de protection sociale et de services publics financés par la collectivité. Hein, c'est un choix. Ou alors, comme aux États-Unis, on ne propose pas de protection sociale publique, mais on la met dans les mains des assurances privées.
Ce choix ne montre rien en termes d'activité économique, ni de performance de la gestion publique, puisqu'on veut des performances de la gestion publique, ni de qualité de l'action publique et de la protection sociale. En fait, c'est souvent les discours, je ne sais pas comment ce qu'il faut dire, démagogiques, je ne sais pas, mais en fait, on ne devrait pas se baser là-dessus pour prendre des décisions au niveau fiscal. Dans les pays suivant une politique libérale, ça nécessite de souscrire à des contrats privés. Et ces contrats, qui sont souvent très élevés, ils ne sont pas pris en compte, n'est-ce pas, dans la comparaison qu'on a vue avant au niveau des prélèvements obligatoires, bien sûr, sur le produit en fonction du produit intérieur brut. Ces prélèvements privés ne sont pas pris en compte. On a aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de prélèvements, mais si on devait compter ce que les riches mettent pour s'assurer au niveau maladie, accident, ce serait différent, quoi. Voilà, une chose encore, c'est que la souscription de contrat ou d'emprunt est considérée comme relevant d'un choix individuel. Hein. On est tout à fait dans le néolibéralisme, alors que ça grève lourdement les ménages et ça empêche une partie importante de la population d'avoir accès aux prestations sociales de base. C'est bien là le problème. On va passer un peu vite là. Voilà. L'OCDE, qui est pourtant pas une bande de gauchistes attardés, admet le rôle positif que jouent les prélèvements obligatoires dans la réduction des inégalités. Je cite, « Le faible ratio observé au Mexique témoigne d'une absence de mesures redistributives et entrave la capacité des pouvoirs publics à investir dans les infrastructures matérielles et sociales nécessaires pour pérenniser la croissance. » Alors peut-être ici, on s'en rend bien compte, si on est allé en Afrique, si on est allé dans les pays en développement ou qui devraient l'être, ces pays-là ont un système fiscal totalement déficient et malheureusement, ce n'est pas très joli à voir. En revanche, dans les pays du Nord, donc qui sont soi-disant des enfers fiscaux, c'est vraiment les champions du monde du prélèvement obligatoire. Donc on a le Danemark en tête, je crois que c'est vraiment le plus haut, la Suède, la Norvège, la Finlande. Ils ont réussi à combiner un niveau de protection sociale et d'action publique élevé et un haut niveau de développement et d'activité économique. Hein, ils sont pas ralentis, ils ont peu de chômage. Également des inégalités plus faibles. Donc en fait, ça, nous, les personnes de gauche, on n'arrête pas de le dire, mais je crois qu'il faut continuer de le répéter parce que on est en face de gens qui ont beaucoup la parole dans les médias puis qui nous font oublier ça. Voilà. Alors il y a encore un graphique intéressant là-dessus, c'est la proportion des enfants pauvres. Donc les enfants pauvres, on entend par enfants pauvres ici dans ce graphique, c'est la proportion d'enfants vivant dans des familles dont le revenu est inférieur à 50% du revenu médian de chacun des pays. Là, ça, c'est les statistiques. Avant et après impôts et transferts sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est assez grand. Ben oui, vous voyez. Alors, dans les pays nordiques, donc Suède et Danemark, après transferts sociaux, on voit qu'on a un soutien pour les enfants pauvres et on a à la fin très peu d'enfants pauvres, alors qu'aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de différence vu qu'il n'y a pas beaucoup de prélèvements sociaux et puis que les prélèvements obligatoires, on va dire ça comme ça, sont surtout pour l'armée, la police et je ne sais pas quoi. Voilà, conclusion pour ce premier idée reçue. Le paradis pour quelques-uns représente l'enfer pour la majorité et les plus pauvres en particulier, bien sûr, les plus pauvres, quoi, hein. C'est ce qu'on peut dire. Deuxième idée reçue, c'est vraiment du répété, hein, du réchauffé. Moins d'impôts, c'est plus de croissance. Alors vous écoutez ce qui se passe à Genève ces jours. Si on veut augmenter un tout petit peu les impôts des transnationales qui viennent s'installer à Genève, alors ça va tuer la croissance, ça va, etc., etc., quoi. Alors officiellement, baisser les impôts permettrait tout à la fois de relancer l'investissement, formidable, et de rendre du pouvoir d'achat. Alors ça, on l'entend chez tout le monde, c'est que voilà, si on a moins d'impôts, on a plus de pouvoir d'achat, donc on peut consommer, etc., etc. C'est la solution miracle. Mais alors pourquoi cette solution n'a pas été mise depuis très longtemps en œuvre dans tous les pays ? Eh bien parce que cette baisse d'impôts qu'on a pu voir ces 20 dernières années, ça a favorisé les plus aisés parce que ces baisses d'impôts sont, comme je vous ai dit au début,
sont quand même centrés sur les grandes entreprises transnationales, les aisés, les personnes aisées et riches de la société. Et vu que c'est eux qui ont été favorisés par ça, ça a augmenté la proportion à épargner, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on voit que la bourse a comme ça explosé au niveau des montants qui y sont par rapport aux montants qui sont dans la, on va dire, dans la vraie vie et dans la vraie production, mais que ça a eu peu d'effet sur leur consommation. Encore une chose, c'est en fait des évidences. Les besoins sociaux existent. Hein. Si on veut garder un certain niveau de vie, on ne peut pas faire autrement. Si on baisse les prélèvements obligatoires sans baisser la qualité, ça signifie qu'on doit augmenter la part du secteur privé pour couvrir ses besoins sociaux. Il s'agit simplement d'un glissement de compétences. Mais la part des richesses nationales consacrées aux besoins sociaux, ça reste la même, si on veut toujours le même niveau de vie. Alors, pourquoi les prélèvements obligatoires seraient l'ennemi de l'activité économique? Je ne comprends pas, quoi. Surtout que la privatisation de la prise en charge des besoins sociaux n'a pas eu des effets positifs pour la majorité. En effet, la privatisation a montré que les prix augmentaient souvent, simplement d'ailleurs parce qu'à la différence du secteur public, le secteur privé doit dégager un profit, ça c'est clair, payé par le consommateur. Hein, on parle de 15%, hein, donc c'est pas rien, quoi. Ceux qui peuvent accéder aux services privatisés risquent pour une bonne part d'être couverts différemment selon leurs moyens. Hein. On voit ça avec les assurances, et puis ensuite les complémentaires, et puis ensuite vous avez des complémentaires chers et puis des complémentaires moins chers, par exemple. Et puis, le plus grave, on l'a déjà dit, toute la population ne dispose pas du budget nécessaire au financement des prestations réalisées par le secteur privé. Ça, on voit ça aux États-Unis, avec le mal qu'a notre ami Obama de faire passer son assurance maladie. Donc, en fait, il s'agit de choix politiques pour une société plus ou moins juste. C'est ça, hein, les impôts. Conclusion, la charge fiscale plus ou moins élevée n'a pas d'influence sur la croissance, on peut quasiment le dire. En privatisant les services sociaux, une partie importante de la population n'y a plus accès. Voilà. Troisième idée reçue, la fiscalité doit être neutre. Ça, c'est encore une ancienne de nos amis néolibéraux. Un impôt doit être neutre, c'est un impôt à assiette large, donc il touche une majorité de gens. Alors là, on est assez d'accord. Mais à taux proportionnel. Un taux proportionnel, ça signifie, c'est ce qu'on voit dans la TVA, ça signifie que les riches et les pauvres sont soumis au même taux d'imposition, ce qui accroît les inégalités, parce qu'on a déjà pu l'expliquer, je ne sais pas si on va le réexpliquer aujourd'hui. Et en fait, une fiscalité n'est jamais neutre, ni pour ceux qui la supportent, ni pour l'activité économique. Pour ceux qui la supportent, donc on sait, elle sera redistributive si elle est progressive, elle augmentera les inégalités si elle est proportionnelle ou dégressive. Et puis, au niveau économique, eh bien, si elle augmente les inégalités, ça signifie ce qu'on voit, alors partout en Europe et même en Suisse, que des personnes tombent dans le besoin et ne sont plus capables, au malheur, de consommer et de faire tourner l'économie, hein, puisqu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Donc, économiquement, ça touche aussi. C'est jamais neutre. Alors, nous devons défendre la progressivité de l'impôt pour deux raisons qui paraissent évidentes et qu'on doit répéter. Socialement, la progressivité se justifie aisément car elle permet notamment de réduire les inégalités, on l'a déjà dit plein de fois, et économiquement, la progressivité se fonde sur la théorie selon laquelle chaque franc gagné en plus est un peu moins vital. Puisqu'on dit que la TVA, elle va toucher beaucoup plus les personnes qui dépensent tout leur argent, disons qu'on a des salaires entre 3 ou 4 000 francs et qui dépensent tout leur argent pour vivre, pour l'habillement, pour les études, pour la voiture, pour l'assurance maladie, etc. Donc, ce qu'ils vont acheter, ça sera, bon, l'assurance maladie pas, mais ce sera soumis à la TVA. Donc, eux, ils vont être soumis par cet impôt, alors que ceux qui ont des moyens d'épargner, eh ben, ils vont consommer ce qu'ils peuvent, mais ils ne seront pas touchés de la même manière. Quatrième idée reçue. Face à la concurrence fiscale, on ne peut rien faire d'autre que baisser les impôts. C'est ce qu'on voit depuis 20 ans. C'est vraiment, c'est pas seulement de le dire, c'est fait, quoi. On le fait. Donc là, la concurrence serait profitable. Elle constituerait un aiguillon permettant d'éviter les gaspillages et la mauvaise gestion publique, puisque la gestion publique, elle est mauvaise. Hein, ça, c'est clair. Alors, on ne va jamais dire qu'il n'y a pas des améliorations à amener à la gestion publique, mais ce n'est pas simplement en baissant les impôts que c'est merveilleux et que ça va tout améliorer.
Ça soutiendrait donc l'économie, comme on a dit, qu'est-ce que ça va réduire les coûts et ça devrait faire tourner la machine économique plus vite. Et ça permettrait un développement économique, donc plus de bénéfices, des hausses fiscales, puisqu'on aura la base fiscale, donc plus de gens qui gagneraient plus d'argent et plus d'entreprises qui dégageraient plus de bénéfices, et donc que malgré les baisses des impôts, on aurait des recettes budgétaires qui ne seraient pas affectées. Ça, c'est la théorie. Mais en réalité, ce qu'on a pu voir en Europe, en Suisse, c'est que la réduction des impôts sur les entreprises a créé un manque à gagner qui est supporté par les usagers et les bénéficiaires de l'action publique. Elle entraîne la fermeture de services publics. On le voit dans le canton de Berne notamment maintenant, puisqu'on a, comme dans tous les cantons, on a voté, hein, on a accepté, le peuple a accepté les baisses d'impôts, et alors on ferme des crèches, on ferme des écoles, on ferme des écoles bilingues, etc. Et on a aussi une baisse de la qualité relative à la baisse des moyens. Hein, dans les hôpitaux, malheureusement, c'est un peu le cas dans différents services. Et puis, alors, autour en Europe, c'est vraiment la hausse de la dette publique. Donc en fait, c'est un peu une catastrophe. Cinquième idée reçue, c'est la plus, on va dire, celle qui est la plus dégueulasse, excusez-moi le terme, mais c'est la lutte contre la fraude fiscale. Donc la fraude fiscale est aussi, voire plus grave que la fraude sociale, est aussi, voire plus grave que la fraude fiscale. Hein. Donc en fait, on parle de choses qui ne sont pas comparables par la grandeur, on la verra après, mais alors on insiste lourdement. Donc la lutte contre la fraude sociale, notamment la fraude aux prestations sociales, sert le discours de l'UDC et d'autres partis de droite en Suisse. Ces derniers s'en prennent aux voleurs, réclament des sanctions sévères et prennent des contrôles de plus en plus renforcés. Ça, vous l'avez déjà entendu depuis une dizaine d'années. En fait, il s'agit d'un discours conservateur et qui fait plus de mal, je dirais, qu'aux gens qui ont besoin de ces services, donc les chômeurs, les invalides, mais ça cache les enjeux, des enjeux beaucoup plus importants, justement, par exemple, en matière d'évasion et de fraude fiscale. Et ce discours néolibéral, il tente de discréditer totalement l'idée de redistribution, et par là d'entretenir et d'attiser serment son rejet. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose vraiment d'assez atroce, quoi. En fait, quels sont les enjeux au niveau, si on peut comparer ces fraudes? Alors, bon, là, c'est une analyse française, montre que les montants de la fraude aux prestations sociales, c'est environ 1% des prestations versées. En France, c'est quand même quelques centaines de millions. Les montants de la fraude aux cotisations sociales, ça provient du travail au noir, c'est environ 20 fois supérieur, c'est déjà nettement supérieur. Mais, vous voyez le rapport par rapport à la fraude aux prestations sociales, quoi. Et puis ensuite, la fraude fiscale, alors ça, c'est carrément le sport européen et même des pays occidentaux en général, et c'est encore 3 fois supérieur. Et en Suisse, c'est encore pire, donc il y a des montants qui sont avancés, vu que c'est de la fraude et puis que ça ne peut être que des estimations, sinon il n'y aurait pas de fraude. On parle de 18 milliards de francs, ou même on va jusqu'à 8% du PIB, vu qu'on est dans un paradis fiscal, quoi. Donc c'est... je vous promets qu'on serait mieux si on n'avait pas ces fraudes fiscales. Voilà, j'arrive au bout. En conclusion, donc nous avons un besoin d'expliquer, de démontrer que la redistribution et la recherche d'égalité est importante, et on est confronté à un matraquage d'idées reçues. On doit sans cesse démontrer l'absurdité de ces mythes. Au niveau de la fiscalité, c'est un bon exemple, mais il y en a d'autres. En revanche, bien sûr, nos actions médiatiques sont limitées et nos discours perdent du terrain par rapport à celui des néolibéraux. On a quand même cette impression-là. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser exploiter. Et on est là aujourd'hui pour prouver le contraire. Voilà. Ça, c'était mon exposé. J'ai tiré pas mal de choses dans ce petit livre-là. C'est un livre d'attaque récent qui est sorti cette année. C'est les 15 idées reçues sur la fiscalité, et on a donc Mythes et légendes de la fiscalité, qui est une brochure qui est parue en 2008.